bien, on a demandé à nos invités, qui étaient à notre réunion de travail, qui reviendront tout à l'heure, de s'écarter, parce que c'est un interview individuel que nous avons avec Michel Guerbet, qui participe à la réunion, et merci, et pour lui donner la parole sur un sujet bien précis qui lui tient à cœur, qui est celui de la lutte qu'il mène depuis des années à titre personnel, il nous dira laquelle, mais qui touche largement la corruption, et lutte dont il bénéficie aujourd'hui du soutien de l'ACNET. Et on le remercie parce que sans de personnes comme lui, je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu en parler comme on en parle aujourd'hui. Alors, merci à vous, merci à vous, et votre courage vous honore, parce que vous faites partie de ces gens qui sont des références en France. Vous êtes né d'une famille de chercheurs, vous êtes médecin, chercheur. Votre environnement professionnel me parlait il y a quelques années du docteur-chercheur. Donc, vous êtes avec votre équipe, vos équipes de recherche, à l'origine de médicaments, enfin de produits qui ont permis des soins très importants. Peut-être que ce n'est pas l'objet d'entretien, mais sans vous, sans vous et vos équipes, on n'en serait peut-être pas là dans certains domaines. Donc, merci à vous, et je rentre dans le vif du sujet. Et donc, en tant que docteur-chercheur et meneur d'équipe en matière de recherche, vous avez aujourd'hui accepté de dire combien la recherche est au centre de notre société, au moment où, en même temps, et ça sera l'objet de ma deuxième question après, notre société est confrontée à des dérives graves autour de la corruption qui, malheureusement, sévit en France, mais pas qu'en France, et qui est internationalisée. Oui, il est certain que la recherche est essentielle, et cette recherche ne peut se faire qu'à la condition de saisir toutes les opportunités, de se former correctement. J'ai la chance que mon grand-père était le fils d'un horloger, et le voisin de l'horloger était un pharmacien éclairé, très intéressé par les jeunes. Mon grand-père a perdu sa mère à 8 ans, et je suis convaincu que mon grand-père passait à traîner ses bottes dans l'arrière-boutique de la pharmacie avec le pharmacien pour faire tout ce que le pharmacien lui disait à partir de l'âge de 8 ans finalement. Et lorsqu'il est arrivé, il est monté à Paris à l'école de pharmacie pour faire ses études, bien sûr, il était premier partout. Il a découvert en 1901 un produit tout à fait intéressant, le lipiodol, qui a été le premier produit de contraste au monde. J'ai eu la chance de recruter un jeune passionné par la recherche, diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Paris, qui a fait le CPA après moi-même, car j'ai fait faire le CPA à 3 de mes collaborateurs pour constituer l'équipe de direction. Et ce chercheur nous a aidés et a mis au point ce qu'on a appelé le credo. Credo, c'est clarté, respect, équilibre des droits et des devoirs, développement et optimisme. Développement ne peut pas se faire sans la recherche, par définition. Le travail en équipe est capital, essentiel. Et l'essentiel, c'est de créer la confiance. Aussi, quand nous recrutions un nouvel embauché dans l'entreprise, nous avons mis au point, et c'est ce collaborateur, en fait, qui a écrit même ce qu'on a appelé la spirale du développement. Spirale du développement, c'est trouver un jeune passionné par quelque chose, ou aider un jeune à être passionné par un sujet, et c'est son développement personnel qui compte d'abord. Mais dès qu'il devient responsable d'une équipe, c'est, en plus de son développement personnel, c'est le développement de l'équipe. Quand il dirige carrément une section de l'entreprise, bien sûr, c'est le développement de ce dont il est responsable. Et
à la tête de l'entreprise, le directeur général, par définition, doit assurer la spirale de développement de l'entreprise. C'est évident. Alors, et non seulement ça, il faut qu'il s'intéresse également à l'environnement. En fait, la recherche doit être obligatoirement une recherche dans tous les domaines. Recherche dans le domaine technique, recherche dans le domaine économique et dans le domaine humain. Économique, parce que il faut bien avoir les ressources suffisantes pour faire cette recherche. Il faut oser prendre des risques. Et aujourd'hui, l'un des drames de la France, à mon sens, c'est la surréglementation. On a peur de tout. Et on multiplie tellement les lois, la législation, qu'on ne sait plus exactement quoi faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Le développement de la recherche est capital, la confiance avec ses subordonnés est capitale, dans les trois domaines, technique, économique et humain. Oui, alors ce qui est terrible en France, c'est que c'est ce silence assourdissant concernant l'éthique. Et pour moi, aujourd'hui, l'éthique des affaires, c'est beaucoup trop souvent la recherche des honneurs, du pouvoir et de l'argent. L'éthique des affaires, ce n'est pas l'éthique que j'ai connue, qui est la science, théoriquement, la science de la morale. La morale est complètement, aujourd'hui, éliminée. Et on n'ose pas en parler. Voilà. Dites-nous le titre de votre campagne que vous menez depuis des années. C'est la lutte pour l'éthique, contre la corruption, contre mensonges, fraude, trafic d'influence et corruption. Eh bien, nous avons une réussite assez sensationnelle, finalement, en Corée. Vous voyez que toute la Corée, aujourd'hui, est l'un des pays du monde qui a en fait le seul au monde lancé une campagne nationale pour l'éthique contre mensonges, fraude, trafic d'influence et corruption. Seul pays au monde. J'ai reçu tous les... Je ne crois pas l'avoir ici. J'ai reçu les rapports annuels de l'État coréen tous les ans, et j'en ai envoyé, je crois, 3 à Nicolas Sarkozy, à notre président, et 2 ou 3 à François Hollande, pour leur montrer ce qu'ils faisaient en Corée. Et jamais je n'ai eu de réponse, ni de Nicolas Sarkozy, ni de François Hollande. Alors qu'ils ont les rapports annuels et que c'est connu dans le monde. Que les administrateurs sachent bien que l'éthique, la vraie, pas l'éthique des affaires, la vraie éthique, la science de la morale, est capitale pour le développement de l'économie et le développement de la France. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous nous avez dit « j'amène 3 livres que je ne quitte plus ». Oui, dans ma serviette, effectivement, j'ai ce livre d'Antoine Peillon qui résume, en fait, tous les nombreux livres qui ont été publiés sur le sujet depuis 10 ans, et peut-être davantage. Ce livre, finalement, montre que les élus, nos élus, eux-mêmes, ne tiennent pas compte, finalement, de mensonges, fraude, corruption et trafic d'influence. Alors le troisième... Vous avez dit, vous m'autoriserez les mots. Bien, je l'ai terminé dimanche dernier. Dimanche dernier. Les 2-3 derniers chapitres sont capitaux. Capitaux. Il faut le lire en entier. Éric de Montgolfier est, d'une certaine manière, le lanceur d'alerte pour la France aujourd'hui. Il faut absolument que tout le monde ait le respect de l'éthique. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir recueilli votre témoignage, celle d'un capitaine d'industrie, malheureusement d'entreprise à taille humaine, qui se fait rare dans notre monde, de plus en plus technocratique, normé, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Monsieur Gerbet, je voulais vous remercier et vous souhaiter une longue vie à vous, à votre femme et à toute votre famille. Oui, je souhaite que nous soyons entendus
de tous les responsables et qu'on rompe ce silence assourdissant concernant l'éthique, la responsabilité, la confiance, la formation, la nécessité d'avoir une saine économie pour assurer le développement de tous nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Michel Guerbet, merci beaucoup.